Vous connaissez la Suède, hein, ce pays là, en forme de... Ce pays très en forme donc. Alors il y a récemment eu un meurtre en Suède, un meurtre assez bizarre, assez particulier, on n'a pas l'habitude d'en voir des meurtres comme ça. L'affaire est très simple a priori, tout commence au nord de l'Europe. Dans cette terre de contraste entre Greta et Zlatan, où à la date du 11 septembre 2022 se produit une élection pas comme les autres au pays du Mulky Vegan Volvo Viking. 6 millions et demi de clampins se rendent aux urnes et le résultat qui en ressort, c'est ça. Alors ça, c'est les résultats des élections. Et à partir de ces résultats vont être distribués proportionnellement les différents sièges du Parlement suédois. On va résumer les choses à la Mario Kart, à la Twitter, avec beaucoup de raccourcis. La gauche, par ici, obtient 174 sièges et la droite, par là, obtient 175. Le centre de gravité à un siège près est donc situé à droite. Les différents partis de droite obtiennent la possibilité de faire un gouvernement. Jusque-là, tout est clair, mais ça va assez vite arrêter de l'être. Alors mesdames et messieurs, dans le camp des partis politiques représentés au Parlement, ils sont 8 et ne sont pas contents. De la chaire à élection, il va y avoir du rififi dans l'hémicycle pour faire face aux 7 autres affreux Jojo, le parti de gauche. Il est de gauche et il n'est pas de droite. Je suis de gauche. Ce parti post-communiste a obtenu 24 sièges. Pas terrible. C'est toujours mieux que 25, mais c'est cependant moins bien que 23 ou encore 22. Le capitalisme, le sexisme, le racisme non, pas pour lui. Il préfère plutôt l'éco-socialisme, ainsi que les forces du bien. Excuse-moi, mais tu as bien réglé tes cotisations sociales auprès de l'URSSAF ce mois-ci? Sensationnel. Suivant. Ce voyou de la récré est à la Suède ce que Naruto est au manga Naruto, le personnage principal. Top 1 comme d'hab. 30% les doigts dans le nez, gros quoi. Le Parti social-démocrate. 107 sièges au Parlement, de quoi poser environ 214 de fesses. Un véritable caïd, n'est-il pas? Il gouvernait la Suède quand Michel Drucker est né. Et si pendant longtemps il a écrasé la concurrence avec la vigueur d'un modérateur, il est revenu dans l'arène mais reste le numéro uno. C'est vraiment le parti le plus terrifiant. Dans le camp des gauchistes, voici venir les petits écolos. Je suis excitée comme une puce électronique à consommation réduite. Ils adhèrent au nucléaire comme Nicolas Sarkozy à la prison de la santé. Ça veut dire ils adhèrent pas vraiment. Pourtant, on aurait tendance à dire qu'il faudrait, mais... 5% c'est bien. Non, c'est nul. Oh bah non, encore perdu. Mais qui sera le prochain parti? Calmez-vous, nous le saurons dans un instant. Le parti du centre. Waouh, un véritable bolide, n'est-il pas? Avec ses 24 sièges remportés, il perd 7 représentants. Oh non, quelle tuile. Tout de suite, une réaction. 4,6%. Les libéraux. La liberté des uns s'arrête là où commence ma liberté de frauder le fisc. C'est un parti pro-business favorable à l'Union Européenne, qui termine dernier du peloton de tête. Avec 4,5%, il est vaincu, mais n'en aura que 16 à l'Assemblée. Ce n'est pas un échec. Bon, ça n'a vraiment pas marché par contre, c'est un peu la fin des redevances quoi. Si pour vous la télé-réalité porte mal son nom, asseyez-vous avant de croiser la route des modérés. Je suis de droite. Pendant longtemps le deuxième parti le plus gros du pays, les modérés ont été relégués en D3, en troisième place, celle de Sigard, Sakura et Oh putain, merde. Quand t'appelles Jean? Non, Bertrand. Bon, numéro 3, mais ça va être moi le premier ministre. Oui c'est ça, et moi je suis la reine, le roi d'Angleterre. Vous êtes du genre à tenter le tout pour le tout dans des virages serrés? Et si vous votiez pour le parti chrétien-démocrate? Je suis chrétien, je suis démocrate, je suis chrétien-démocrate, ok? Il y a deux choses que je ne supporte pas dans la vie, les païens et les abstentionnistes. 19 sièges obtenus? Aïe, c'est la dure loi de la droite. Et enfin, avec plus de 20% en numéro 2, les nazis. Nazi, arrêtez de dire ce mot à toutes les sauces, on n'est pas chez Mamie Twink. Il faut arrêter maintenant. C'est du passé, ok? Je suis plus nazi. Je suis pas venu ici pour... Hein? Ok? Les démocrates de Suède, les SD, qui viennent conclure notre Swedish Parliament Tour à l'extrême droite, avec 20% et demi des voix, ils font un honorable top 2 avec 11 nouveaux représentants pour un total de 73 sièges à l'Assemblée. Ils profitent du décalage vers la droite du paysage politique suédois. La Suède en
Ah si. Faut-il rappeler que ce parti fondé littéralement par des nazis, dont un certain nombre de candidats aux élections ont des liens assez bizarres avec le mouvement de résistance nordique. Un mouvement de résistance nordique qui est... voilà, c'est un mouvement de type nazi. Alors autant d'accord, bon peut-être que des fois, le point Godwin est rapide et on traite un peu facilement les gens de nazis. Mais là, bon, c'est... c'est revendiqué en fait. Ils le disent eux-mêmes. Voilà, alors bon, le projet du groupe est de créer un état racial arien au nord de l'Europe, qui serait purifié racialement. Mais ce n'est pas fini, hein, puisqu'à la base, les démocrates de Suède, c'est un parti qui était dirigé par ce monsieur donc. Voilà, un monsieur qui était un militant du parti du Reich nordique. Le parti du Reich nordique, donc un parti qui... comme son nom l'indique, déplorait la Seconde Guerre mondiale, mais pas forcément pour son histoire tragique et son bilan humain, mais plutôt pour l'ending de l'arc narratif. Donc ce parti, aux origines sulfureuses on pourrait dire, se retrouve en possibilité de participer éventuellement au gouvernement en coopération avec les modérés et les partis du bloc de droite. C'est donc ça la Suède? Comme Rousseau, tout facho? Ça va trop loin les transformations physiques. Je croyais que la Suède était un pays féministe, progressiste, ouvert d'esprit. Un pays de gauchos, mais non. Tout n'est que tromperie. Ou quoi là? Ton âge changé, je vous dis. C'est fini tout ça. On est passé à autre chose, c'est bon, vous inquiétez pas. On a des petites fleurs sur le site internet. Alors pitié, est-ce qu'on peut parler des vrais sujets? La nation suédoise est en danger de mort. Vous vous rendez compte? Et nous? Eh ben, on va peut-être enfin pouvoir s'en occuper. Bon. Alors pour introduire, la Suède est un état-nation d'Europe du Nord un peu plus grand que l'Irak, mais plus petit que la Thaïlande. Elle compte 10 millions d'habitants comme les Émirats Arabes Unis, c'est-à-dire plus que l'Autriche, mais moins que la Belgique ou encore la chaîne de Squeezie. Pays riche, plus riche par habitant que l'Allemagne, top 10 en développement, top 5 dans l'égalité homme-femme, de beaux lacs, des étendues verdoyantes, fraîches, pas déplaisants. Première vue, un peu agaçant quand même. Alors il était dirigé jusqu'à il y a encore quelques jours, quelques temps, par Magdalena Andersson, la première femme désignée première ministre de l'histoire du pays. Waouh. Bravo madame, pas mal. Bon alors Magdalena Andersson, j'ai eu la chance de l'interviewer pour cette vidéo. Alors bonjour, je suis Magdalena Andersson, première ministre de Suède de novembre 2021 à septembre 2022. Je suis également chef du Parti social-démocrate. Alors Magdalena Andersson, c'est une économiste, ancienne ministre des Finances, qui a été au Fonds monétaire international. Et Magda, elle aime pas trop qu'on fasse n'importe quoi avec l'argent public. Ah non, mais moi je suis une grosse radine, d'accord? Je le dis, je le redis. Voilà, je ne soutiens pas le Z-Event. Et le modèle suédois, ça coûte trop cher. Les charges sociales, ça me donne de l'urticaire. Faut dire que depuis quelques années, le Parti social-démocrate adhère au consensus de l'austérité économique qui dit qu'il faut réduire les dépenses de l'État pour faire des économies. Bon, finalement, c'est comme les partis du centre et de la droite. Vous êtes tous pareils, quoi. À faire. Quoi? Non mais ça, je rêve. C'est tout ce que vous avez à me répondre. Pour une chef d'État, je trouve pas ça très adéquat. Faire! Elle symbolise aussi assez bien cette nouvelle orientation du Parti social-démocrate qui, après avoir accueilli beaucoup de demandeurs d'asile venant de pays qui auraient mérité une place dans une autre émission, s'est rangé derrière le nouveau consensus en Suède du « il faut limiter l'immigration, il faut que les musulmans s'intègrent ». Oh bien sûr qu'il y a un peu trop d'étrangers, je trouve. 2 millions, c'est presque mon patrimoine. Et puis je trouve quand même que les musulmans en Suède, ils sont un petit peu trop musulmans, voilà quoi. Il y a des femmes voilées, comme par hasard aussi des attaques à la bombe. Bizarre, hein, ce qu'il fallait démontrer. Bon, a priori, Magda, c'est pas le bisounours le plus woke du tyran à gauchiste. Faut dire qu'au-delà du cliché, l'actu politique en Suède fait du vélo sur la route cabossée des polémiques autour de l'islam, n'est-ce pas? Port du voile, caricature du prophète, communautarisme, délinquance, agression, insécurité. Oh, ça nous fait voyager, dis donc, cette vidéo, on découvre de nouveaux horizons dans cette émission. Tout le monde le dit, de la droite à l'extrême droite, hein. On a été trop généreux, nous les Suédois. On a accueilli trop de monde, et on a trop aidé les réfugiés en leur donnant trop d'argent pour vivre. C'est pas très rentable ça. Ça met en péril notre modèle social. Bah, fallait pas le supprimer pour faire des économies? Faire? Bon là ça marche pas là hein. Bon, avec une quarantaine de meurtres depuis le début de l'année, des agressions sexuelles, des balles, de fusillades intergangs qui virevoltent dans les rues des quartiers, la campagne électorale a été plutôt bruyante à l'endroit des discours traditionnellement portés par
des démocrates de Suède. Monsieur Kristersson, vous étiez le chef des modérés. Oui, tout à fait. Alors, pour revenir sur l'immigration, notre ligne a été assez simple. C'est trop, c'est trop. Hein? L'immigration est au cœur de tous les problèmes que vit actuellement la Suède, et notre ligne politique a été de le démontrer. Et du coup, vous vous êtes fait voler à vos électeurs par les démocrates de Suède. Ah oui. Ah nein, c'était une très belle campagne, vous savez. Une promenade descendait. J'avais l'impression d'être au Polanski sur un serveur Roblox. On avait tout, quoi. Ils nous donnaient raison sur toute la ligne. d'1% il y a 20 ans à 20% il y a pas un an. C'est très bien, ça. 20% aux nazis. Non mais franchement, c'est pas possible. C'est pas en votant pour eux que ça va s'arranger, hein. Le problème, c'est les riches, on a dit. C'est pas compliqué à comprendre, quand même. Pourquoi on vote pas pour moi? Oh oui, bon, après vous avez soutenu le Parti social-démocrate qui privatisait les entreprises publiques et tout. Bon, on est obligé. Un social-démocrate, c'est toujours mieux qu'un genre de droite. Non, pas un genre de droite, quand même. Oh, ce serait trop, ça. Bon, finalement, c'est bien un genre de droite en Suède qui va prendre le pouvoir, puisque le bloc de droite s'est unifié en acceptant de faire alliance, mettant fin au principe de cordon sanitaire qui interdisait à la droite traditionnelle de faire alliance avec l'extrême droite, pour des raisons de... On se rappelle quand même des mauvais souvenirs, hein? Pour les modérés, les autres petits partis qui gravitaient autour ont assumé pendant cette élection que ça les dérangeait plus d'être éventuellement soutenus par les démocrates de Suède dédiabolisés. À l'Assemblée, ils s'étaient déjà arrangés pour voter ensemble le même budget et élire un modéré à la tête du Parlement en 2018. Les digues ont sauté et voilà le résultat. Alors c'était déjà arrivé en Autriche par exemple, où la droite conservatrice s'était alliée à la droite radicale. Mais en Autriche, le parti d'extrême droite, le FPE, n'était pas ouvertement nazi à la base. Hein? Bon, après je sais ce que vous allez dire. Qui n'a jamais été nazi dans sa jeunesse? Alors déjà pas l'inspecteur d'Eric, ni PewDiePie, mais pour les démocrates de Suède, c'est une sale image qui est restée pendant longtemps. Märta Stenevi, kan vi sluta och kalla varandra för nazister nu? Kan vi ta i hand på det? Bref, messieurs, dames, j'ai retrouvé dans mes papiers le nom de la victime, prénom modèle, nom de famille, suédois, date de décès. Bon, visiblement, ça fait un bout de temps, mais on vient à peine de retrouver le cadavre. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans la vie, il y a différents types de chemises. Non, pardon, mauvais script. Il y a différents types de modèles sociaux. Et la Suède a son modèle social qui, lui, fait référence, le modèle suédois, un modèle de type social-démocrate, puisque c'est le parti social-démocrate qui a dirigé le pays pendant presque sans interruption, la période qui va des années 20-30 aux années 80-90, porté par ses succès électoraux prodigieux et laissant définitivement son empreinte sur le pays, une empreinte directement issue de ses origines, à savoir la classe ouvrière, puisque le Parti social-démocrate était le grand parti de la classe ouvrière, où la quasi-totalité de la main-d'œuvre était membre. Un ouvrier qui, à cette période, n'était pas membre du Parti social-démocrate, c'était une anomalie. Mais alors bon, le modèle suédois, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas cette personne. Merci. Le modèle suédois, c'est quoi? Hein? Alors si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais... Du que bullshit, c'est- alors je vais le faire moi-même. Le modèle suédois, c'est une certaine manière d'organiser la société. En utilisant quoi? En utilisant le consensus via le dialogue social. En Suède, tout le monde discute avec tout le monde et s'arrange avec tout le monde. Au travail, les travailleurs sont représentés par des organisations de travailleurs, les syndicats, qui regroupent plus de 70% du personnel. Putain, temps, c'était 90, voire 95. Énorme. La plupart de ces syndicats sont fédérés au sein de la Landsorganisationen, la LO, qui est là, la LO qui a pas d'élo mais qui a des lots à offrir, puisque quand on est membre d'un syndicat en Suède, on obtient des avantages, notamment de meilleures assurances chômage, voire maladie. Des avantages qui auront été négociés par le syndicat pour les membres du syndicat, du coup. Presque tout le monde est dans un syndicat. Les patrons de leur côté sont représentés par des organisations patronales comme la SAF. Par exemple, patrons et syndicats de travailleurs forment ce qu'on appelle les partenaires sociaux qui, en dialoguant entre eux, se fixent conjointement des règles et se mettent d'accord. Oui voilà, mais c'est pas fini, hein, puisque le consensus en Suède, c'est aussi en politique. Les différents partis essaient de se mettre d'accord sans se foutre sur la gueule et trouvent des compromis en cas de désaccord. Mais quoi, attendez, comment vous dites? Bon, ce dialogue entre les différentes forces sociales qui composaient la société était permis par le caractère apaisé de cette société suédoise compacte qui avait de l'argent à partager. Ce modèle a conduit le pays à devenir l'un des countries les plus égalitaires de la Terre, parce que les travailleurs organisés en syndicats négociaient des salaires et des pensions très avantageuses et que l'État a fini par prendre le relais en développant un système d'impôts qui taxe beaucoup. C'est allé jusqu'à 95% du revenu des plus riches pour redistribuer ça à la population, aux vioques,
aux malades et aux pauvres. Ça s'inscrivait dans une certaine conception de l'État définie par les sociodémocrates comme le foyer du peuple, expression du fameux ministre Per Albin Hansson. Hein? Vous connaissez le principe de l'État-providence, un État qui s'occupe de plein de secteurs pour le bénéfice de la population. Bon, on a été parmi les premiers à mettre ça en place. Santé, école, infrastructure, tout ça gratuit pour tout le monde. On a construit plus d'1 million de maisons en garantissant les prêts bancaires des citoyens, et toujours selon un principe d'universalité. Donc égalité pour tous, pas de discrimination, que ce soit des discriminations hommes-femmes ou des discriminations à l'égard des étrangers. Oui, vous n'êtes pas un pays spécialement raciste à la base, vous. Oh non, je ne suis pas raciste cependant. Bah, vous n'êtes pas raciste. Non, effectivement, je ne suis pas raciste. À la base, on est un pays neutre, hein. Alors bon, depuis la fin de la guerre froide, on s'est aligné sur les États-Unis. Maintenant, on rejoint l'OTAN, mais notre ligne officielle avant, c'était l'internationalisme, puis le pacifisme, quoi. Oui, très engagé contre les armes nucléaires. Contre les armes nucléaires, contre la colonisation, l'impérialisme même en général. On a soutenu le Vietnam contre les États-Unis. On a soutenu la Palestine. Et vous avez accueilli beaucoup de réfugiés. Beaucoup de réfugiés, oui, pour des raisons humanitaires. Des gens qui fuyaient la guerre et qu'on a accueillis, qui étaient trop pauvres. Vous savez, on est un petit pays qui a longtemps été hanté par le déclin démographique. Et on avait du boulot à donner, donc notamment dans les années 80, on a fait venir du monde, voilà. En devenant un pays multiculturel, même multiculturaliste. Oui, multiculturaliste, tout à fait. Avec protection des minorités, valorisation des cultures de chacun. C'était promu par l'État. C'était une politique officielle. La société idéale, c'est la Suède avec un peu plus de soleil. C'est une phrase du président français Pompidou. Ah bah ça c'est très sympathique. Après c'est un petit peu fort. Non, Pompidou. Fort, c'était le ministre des Affaires sociales, rien à voir. Mais enfin, dialogue social, pacifisme, égalité et tolérance, le modèle social-démocrate de l'État suédois comme foyer du peuple, ce qui a permis à la Suède de devenir l'un des pays les plus heureux du monde, où on vivait le mieux, les plus développés, les plus riches, bon voilà. Cela coule en douce, sereinement, pour le mieux, dans le meilleur des mondes possibles. Et ce pour l'éternité. Ou pas. Bon allez, dis, quand est-ce qu'il a commencé à dérailler votre modèle? Je sais pas. Vous avez stérilisé les handicapés, vous avez stérilisé les minorités, les asociaux et les atypiques, les malvoyants et les autistes, les transgenres et les sans domicile. Pof, tchac, quick, à la clinique, objectif sélection génétique. Et vous avez fait ça à tous les marginaux, comme ça, de force. À des simples délinquants, à des mères célibataires. Non mais on est où là? C'est les inadaptés. Pardon? C'est les inadaptés. Les inadaptés? Oui, on les appelait comme ça. Non mais ma bite, elle est inadaptée, de quoi tu me parles? Inadaptée à la société. Des dizaines, non des centaines de milliers de personnes stérilisées de force pour, je cite, des motifs d'hygiène sociale et d'hygiène raciale. Quoi? Une politique de purification de masse par la médecine du racisme eugéniste. Oh là là. Idéologie qui prétend faire accéder l'humanité à un stade supérieur de développement procédant à un nettoyage ethnique de la population. C'est pas bien? Non mais je ne suis pas là pour faire la morale, mais sans vouloir généraliser, je lis ici que les nazis se sont inspirés du système suédois et de ses méthodes. Oh, les insinuations. Mais c'est pas des insinuations, c'est des allégations, Billy. C'est des déclarations. Ton pays a été un des pionniers du racisme. Comme conception de la biologie humaine, quoi. Hein. Ça a été l'un des premiers à voter des lois dessus. Avant Nuremberg, les nazis, tout ça, là. Oh là là. Et avec des techniques et des théories qui ont été exportées vers les États-Unis ségrégationnistes, vers... Pas les nazis, quand même. Bah si. Ah bon? Oh mince. Et il dit mince. Non mais enfin, pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Vous aviez pas de problème, vous cochiez bien toutes les cages de Bisouland. Et vous ripez comme ça, là. Oups, sur de la purification ethnique. Faut pas être une erreur, me faites pas le coup du misclic ou de l'erreur de jeunesse. Oh, vous savez, parfois... On veut tellement faire le bien qu'on fait parfois des erreurs. C'était pas contre eux qu'on a fait ça aux déviants, c'était pour les protéger. Protéger les déviants, mais ok, on n'est pas dans SNK, Angie. C'était soit ça, soit l'extermination. On a fait le meilleur choix, parce qu'une société où tout le monde est gagnant.
Ça n'existe pas. Le meilleur des mondes, Brave New World en version originale, est un livre dystopique de fiction écrit en 1932 par Aldous Huxley. L'auteur y décrit une société totalitaire. La grossesse naturelle a été détruite et les bébés sont fabriqués en flacons dans des usines. Divisés en 5 classes sociales, ils sont recodés génétiquement pour ne ressentir du plaisir qu'en réalisant la tâche pour laquelle ils ont été conçus. En haut de la pyramide, une petite minorité, les alphas, obtiennent les gènes du tchad, beauté et intelligence. En dessous, les bêtas malins formeront les cadres du régime. Puis les gammas, les moyens, constitueront une foule qui ne sera guère supérieure qu'aux delta et aux epsilon, masse arriérée et stupide dont la jouissance est bornée par les 4 murs des manufactures dans lesquelles elles travaillent comme des chiens. Alors tout le monde vit heureux sous la férule protectrice d'un état bienveillant. Certes, il y a bien des communautés de sauvages qui en dehors des villes n'ont pas renoncé à la grossesse naturelle, mais toute perspective révolutionnaire a été annihilée en même temps que la liberté. La société fonctionne comme un grand complexe d'engrenages où chacun est à sa place. Les Nouveaux Totalitaires, The New Totalitarians, en version originale, est un livre dystopique d'analyse politique écrit en 1971 par Roland Huntford. L'auteur y décrit une société totalitaire divisée en classes sociales immuables où un état généreux et bienveillant attribue à chacun un rôle auquel il convient de ne pas déroger. L'idéologie officielle pénètre les rapports sociaux et reconfigure les affects de la population. Alors tout le monde y vit heureux, sous la férule protectrice d'un état bienveillant. Certes, il y a bien des communautés de sauvages, mais toute perspective révolutionnaire a été annihilée en même temps que la liberté. La société fonctionne comme un grand complexe d'engrenages. Ouais, quand j'ai compris mon gars, c'est le script, ouais. Alors, la différence avec le meilleur des mondes, c'est que cette société totalitaire, décrite par Huntford, existe bien réellement, et elle se situe dans un pays d'Europe du Nord, la Norvège. Ah non, c'est la Suède, bon, c'est le sujet de la vidéo quand même. Alors le point de fuite en direction duquel ces grosses ratures se dirigent, c'est que dans une société aussi compacte et consensuelle que la Suède, c'est très difficile d'exister à la marge, c'est très difficile de survivre au bas-fond dans un environnement aussi solaire, et en conséquence le marginal, qui soit marqué par le stigmate du handicap, du caractère ou de la race supposée, eh bien il peine à s'y tailler une place. On peut pas dire que c'est une erreur de parcours. On a fait tout ce qu'on a fait par conviction. C'est-à-dire Les conservateurs voulaient préserver la race et les sociaux-démocrates le modèle social. Mais jamais, en quoi stériliser des milliers de personnes préserve le modèle social? Non mais ce que je veux dire, c'est que ça relève de la logique interne de l'appareil suédois, de l'État social-démocrate. Qu'est-ce que tu veux dire par là, mon gars? Je veux dire que le foyer du peuple, le modèle suédois, c'est pas de la philanthropie, c'est de l'ingénierie sociale. Alors il y a 1000 raisons qui expliquent pourquoi la Suède s'est orientée vers un modèle qui a l'air démocratique et qui cherche le consensus plutôt que la confrontation, des vieilles traditions vikings ou parlementaires au mutualisme des artisans du bois. Mais c'est pas ça la vraie question. La vraie question c'est pour quel objectif ce modèle s'est construit. Et je vais répondre. Bah, vas-y. Je vais répondre. On est à l'antenne. Maintenant? Ah. Oui. Eh bien, il s'est construit pour se prémunir d'une chose. De quoi? Peur de la révolution. La classe dominante en Suède a très vite compris ce qui se passait dans les pays voisins avec le développement du capitalisme et de la classe ouvrière. Elle a vu comment en Angleterre, en France, en Allemagne, cette classe sociale prenait les armes pour remettre en question les droits de propriété. Et ce qui a fait la spécificité du pays, c'est qu'une transaction a été préférée à un affrontement. Les ouvriers acceptaient le principe de propriété capitaliste et en échange, les patrons acceptaient la concertation. Le principe de foyer du peuple n'était pas spécialement social-démocrate. Ça venait des cercles conservateurs et ça a fait la fierté des nationalistes. Puisque, bon, écoutez, quand on parle de foyer du peuple, au sens de folk, comme on dit en suédois, on ne parle pas d'abord d'un peuple politique, on ne parle pas de la classe des travailleurs, on parle de la communauté nationale, on parle de la race, qui inclut certes les travailleurs, mais aussi les patrons et tout le reste. C'est dans des foyers du peuple, des folkhem, qu'on stérilisait les marginaux. En fait, les éléments subversifs,
considérés comme hors du peuple, et donc comme des éléments perturbateurs, révolutionnaires. Vous me comprenez si je vous dis qu'il ne faut pas de serpent dans le jardin d'Éden? Non. Il ne faut pas de Epstein à la crèche, je ne sais pas moi. Bon, ce qu'il faut comprendre avec tout ça, c'est que notre beau modèle suédois, basé sur la solidarité entre les groupes sociaux unifiés derrière le mot de peuple, eh bien il ne peut être garanti que si plusieurs conditions sont réunies. Lesquelles? Déjà il ne faut pas d'antagonisme, pas de conflit, de conflictualité. Il faut résoudre les contradictions de la société de manière pacifique. Ford avait raison. Et si on n'y arrive pas, vous savez, il n'y a pas 14 998 possibilités. La seule qui peut advenir, c'est... Dans les années 90, une crise économique sourde s'abat sur le monde et la Suède va vite en ressentir les effets. Après-guerre, l'État avait pris une importance considérable, c'est lui qui organisait la production. Alors l'air du temps était à la planification, aux grandes entreprises publiques, avec en bonus de la protection sociale pour les travailleurs, des bons salaires, pour acheter des marchandises et faire tourner le capitalisme. Youpi, c'est cool, allez! Alors, comme vous le savez, la Suède était considérée comme un pays d'avant-garde en la matière, puisque la social-démocratie avait commencé à faire tout ça dès les années 30, et oui, en inspirant les plus grands, t'as Roosevelt ou Hitler, mais pour d'autres raisons, on l'a vu plus tôt, rien à voir. Bref, la Suède, c'est un laboratoire qui bêta-teste les idées nouvelles avant de les réexporter colissimo vers le reste du monde. Mais passons alors. À la manière de la plateforme Mixer, l'époque de l'État planificateur va entamer un processus de finitoisation. Les politiques mises en place pour permettre la reconstruction ont permis d'accumuler la masse de thunes, sauf que lorsque la suraccumulation produite fait perdre à la monnaie de sa valeur, selon un procédé qui s'appelle l'inflation, eh bien avoir des liasses de billets ronflant dans les caisses devient un handicap, puisque plus le temps passe, plus l'inflation ronge leur valeur. Cet argent, il faut donc le placer quelque part ou l'investir. Dans le même temps, le taux de profit baisse et la rentabilité des entreprises des pays industrialisés baisse aussi. Va s'amorcer le règne du capital financier. Puisque la production de marchandises et de services, ça rapporte plus des masses, va se développer une économie parallèle, où on peut jouer au casino, c'est-à-dire spéculer. La sphère financière va grossir à la Nico Cadeau, et c'est ce qui va pousser ce capital financier à se jeter à la conquête du monde. Les investissements directs à l'étranger vont par conséquent exploser, et très rapidement. Dans les années 80, les investissements se développent 3 fois plus vite que le commerce mondial et 4 fois plus vite que la production mondiale, facilité par le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'économie se financiarise, le capital financier se retrouve donc en situation de force. Et il va en profiter, le coquin. Enfin lui, il n'existe pas en tant que personne, ce sont les personnes qu'il possède qui vont en profiter. L'aristocratie, la bourgeoisie financière va en profiter. Comment? Dans la mesure où les industries se retrouvent soudainement en concurrence avec le reste du monde dans la quête du capital, des investissements, les entreprises nationales vont devoir faire leurs preuves, prouver au monde de la finance qu'elles sont rentables, qu'elles génèrent suffisamment de profit pour être considérées comme des cibles intéressantes pour l'investissement. Et pour être des cibles intéressantes pour l'investissement, il va falloir qu'elles augmentent la rémunération du capital par les dividendes, par l'argent qu'elles reversent à leurs investisseurs, au détriment des revenus qu'elles distribuent au travail, aux travailleurs via, par exemple, les salaires. Alors les États, comme les entreprises, ont aussi besoin d'investissement, donc de capital. Pour ça, ils vont s'endetter et s'endetter, comme tout le monde. En 1980, les prêts bancaires correspondent à 4% de la valeur produite dans les pays industrialisés. 10 ans plus tard, ces crédits équivalent à 44% du PIB. Aujourd'hui, le taux d'endettement moyen d'un pays de l'OCDE, c'est 111%. Cette dette accorde aux forces du capital financier un moyen de pression sur les États. Les taux d'intérêt et les taux de change entre les différentes monnaies sont libéralisés et pendant ce temps en Suède, alors, le vieux monde se meurt? Oui, y a des grosses grèves là, des mineurs et tout. Sale temps pour les pédos. Pour les vieux secteurs, non, on parle le secteur de la mine, la métallurgie, la sidérurgie, tout ça. Ah merde. L'acier, le fer, la fonte, quoi, je veux dire. Ah, ok. Puis ça commence à chauffer avec les syndicats. Ah ouais? Oui, la LO, elle passe à l'attaque. Mais pourquoi? C'est le chômage, ça commence. Et donc, Mais donc, elle demande de la sécurité de l'emploi et la représentation des travailleurs au sein des conseils d'administration et des
sociétés à côté des financiers. Quoi ça fait quoi? C'est pas bien? Non mais, et puis quoi encore? Ils sont pas du tout contents les patrons, hein? La SAF qui représente les patrons, elle aussi elle gueule. Oh cool, relax mec, fais un consensus. Oui, bah consensus-moi, enfin le patronat se réveille, je te dis. Ils ont déjà demandé le doublement des contributions de ses membres, hein, et puis ça se politise, hein. C'est-à-dire, ils soutiennent plus le Parti social-démocrate? Non mais le Parti social-démocrate, c'est le parti de la LO, et donc évidemment que non. En bref, la SAF, elle investit dans la com, il se paye des journaux, des médias, des économistes. C'est la bataille de l'opinion publique, là. C'est qui gagne? Voilà, c'est la gauche, le monde du travail est super mobilisé, hein. Enfin du coup, pour combler les manques, on augmente à mort les impôts. Bon, oui, je viens de voir les news, il se passe quoi là? 1928, ça faisait 1928. Et a perdu aux élections le Parti social-démocrate? Ça faisait 1928, la dernière fois. Eh ben on dirait que c'est terminé, ils sont plus adaptés les papis. Non mais ils ont quand même fait plus de 40%, mais attends, voilà le changement. Bon, en même temps, j'ai lu leur programme, ils ont changé un peu aussi, non? Quoi? Nous voulons être compétitifs sur les marchés d'exportation, il faut faire attention à la concurrence internationale. Oui bah c'est ça le souci maintenant. On a des salaires trop élevés, et d'un point de vue capitaliste, on n'est pas intéressant. Bon bah, retour les SOSDEM alors. Oui, bon, ils sont rentrés dans le rang. J'ai vu qu'ils avaient dévalué la monnaie pour réduire le coût de la main d'œuvre. Oui, effectivement, oui. Bah du coup, ça coûte plus cher d'acheter des marchandises étrangères. Ouais, bon, plus ou moins, mais enfin, faut faire des sacrifices, hein. Et les syndicats, ils disent quoi? Ah bah, ils sont pas contents, hein. Bon et là, on est au congrès de LO, hein. Alors les métallos, les métallurgistes, hyper en crise les mecs, ça devient très chaud, chômage, salaire, y a rien qui va, hein. Bon, ils attaquent les fonctionnaires, l'école bleue attaque l'école blanc. Oui, vous êtes des parasites au sein du prolétariat, qui le disent. C'est quoi ça? C'est les perdants contre les gagnants de la mondialisation? Oh, j'en sais rien, mais le conflit est de retour. Pas très consensuseur ça. Bah alors, on est dans la merde. C'est la crise. Skip, ouais. Non mais tout est au rouge là, hein. Ouais. Et l'immobilier qui s'effondre en plus, mais c'est aberrant. Les gens se barrent des syndicats aussi. Bah bien sûr, tu vas m'embaucher un type syndiqué toi? Ça coûte cher, hein. On va pas dire que le Parti social-démocrate est devenu un parti d'élus, mais en tout cas ça change. Que c'est qui au pouvoir là? En 91 c'est Bildt, c'est la droite. 94 c'est le Parti social-démocrate, mais ils font la même politique là, hein. Il faut réduire les dépenses publiques et tout, diminuer le poids de la dette, qui a beaucoup augmenté. Vous allez faire quoi maintenant pour compenser? Bon, on a une nouvelle stratégie, start-up, innovation, numérique, écologie. Ouais. Puis on va adhérer à l'Union Européenne là, hein. En 95, faut se trouver des alliés dans la concurrence internationale. Sauf que, du coup, il faut s'aligner sur les critères européens. Faut pas que nos salaires ils soient trop élevés, sinon on va se faire bouffer par les Allemands. Et tout le monde veut ça? Oui, c'est le compromis de toute façon, hein. Mais les syndicats sont pas très chauds, enfin, ouais, ça dépend lesquels. Mais les patrons sont très contents, écoutez. Ils sont bien pour, ils ont fait un numéro vert, une ligne téléphonique pour renseigner sur l'Union Européenne. Ils financent des meetings et des brochures à la SAF. Bon, on espère qu'on va pouvoir sortir la tête de l'eau. Ok, bon. Bilan dans 20 ans, 30 ans. Allez, bon, on verra, écoute. Bonne chance. Un pays qui va bien normalement, ça ne vote pas pour faire changer les choses. Donc, le résultat des élections montre que quelque chose ne va pas en Suède. Alors bon, en lisant la presse, c'est très simple. Si les démocrates de Suède ont ses pairs, c'est le grand retour du racisme, de la xénophobie, après l'échec de l'intégration des réfugiés et le développement de la violence. Est-ce que c'est vrai? Peut-être, je ne sais pas. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. On a juste posé un constat, donc revenons à notre fil narratif, si vous le voulez bien. Avec la crise économique, c'est la fin de l'âge d'or. Alors le chômage est quand même étouffé grâce à la politique du back to work. Le retour au travail, si vous n'avez pas compris, ça veut dire qu'on va sortir le fouet pour faire bosser plus. Donc ça te réduit les prestations sociales, les retraites. On détricote ce qui faisait le modèle suédois d'antan, basé sur le fait que on filait des cachetons aux travailleurs pour pas qu'ils gueulent trop. Alors le secteur de l'intérim s'est énormément développé, c'est-à-dire que les gens enchaînent des petits boulots sans grande stabilité, c'est ce qu'on appelle la flexibilité de l'emploi. Et bien flexible l'emploi, ça permet aussi de ne pas donner tous les droits qu'octroie le salaire, c'est moins cher à payer, et du coup, il y a
un petit peu plus de pauvreté, un peu pas mal, surtout chez les vieux donc, qui doivent bosser. Pour certains, il y a des agences d'intérim spécialisées dans le commerce de vieux par exemple. C'est intéressant, c'est coolos. L'école a été partiellement privatisée pour mieux fonctionner. 20% des établissements sont sous contrat, ça veut dire que c'est devenu des entreprises, donc les parents d'élèves sont des clients. Mais bon, comme les écoles privées doivent être rentables, t'as des écoles qui achètent plus les livres, plus les manuels, il y a de la pénurie de profs, en plus des profs qui sont recrutés sont pas qualifiés. Voilà une petite dégradation, un nouvel état d'esprit. Le secteur de la santé fait de l'asthme, il est notamment très endetté. Bon, l'immobilier c'est une catastrophe. Puis les années 90, surtout pour les pauvres, hein. Ils pourraient faire un effort. Alors les prix ont flambé et du coup la dette des ménages a explosé. Le ménage suédois, le couple, le foyer, est endetté en moyenne à hauteur de 180% de son revenu disponible. C'est très waouh. Bon, les services publics se détériorent, surtout pour les régions périphériques. Les prix de l'énergie augmentent, classique. Ainsi que les inégalités, et c'est l'OCDE qui le dit, même si la grande masse de la population reste plutôt égalitaire, des îlots de super richesse se constituent, notamment depuis les réformes fiscales. À la même période, pareil. Tout est lié ou quoi? Bah oui. Du fait de ces réformes, les revenus du capital sont moins taxés. Alors pourquoi? Eh bien puisqu'il faut créer un environnement rentable pour le capital financier. Et ça a quelques petits succès, hein. La Suède a ses belles entreprises riches, innovantes, start-up, ses licornes comme on dit, Spotify, Skype, Mojang. Et puis, la Suède est le pays de l'Union Européenne où il y a le plus de milliardaires par habitant, juste derrière Chypre. Sauf que Chypre vend ses passeports et ses résidences fiscales à des milliardaires étrangers, c'est un petit peu de la triche. Tout ça pour dire que la Suède, ça va. Alors, c'était un pays très ouvert, très libre-échange, très commerce, et puis aussi très accueil des réfugiés, immigration. Mais maintenant que le contexte économique a changé, eh bien c'est plus la même. Un rapport de l'OCDE de 2007, il doit être là. Bon, un rapport de l'OCDE note que l'immigration a changé de nature, c'est plus une immigration de travail, c'est normal, il y en a plus. C'est une immigration purement humanitaire et ou familiale. Et donc l'insertion des immigrés sur le marché du travail va devenir, comme le youtubeur biologiste, ça va devenir problématique. Logique, c'est la lutte pour l'emploi, et la même étude affirme qu'il y a des discriminations à l'égard des étrangers sur le marché du travail. Après, ça se trouve, c'est mérité. Bon, cette population étrangère va se retrouver parquée là dans des quartiers. Et alors là, bon, marché noir, travail au black, des bails de quartier chauds, drogue, gang et fusillade. À croire que la Suède est devenue le tiers-monde, et par tiers-monde, j'entends un pays du continent américain. Bon, le succès des démocrates de Suède, il est peut-être dû à ça, et uniquement à ça, mais la vérité c'est que leur ligne à eux, c'était pas que anti-immigration. Ce qui a été aussi leur ligne, c'est la promesse du retour au modèle suédois et au foyer du peuple, dont il est dit que le Parti social-démocrate a trahi les idéaux. Parce que c'est pas via les néo-nazis que les démocrates de Suède font leurs succès électoraux, non. C'est par plein de gens, par des petits patrons, ou des gros qui sont excédés par la financiarisation, qui leur lie les pattes, qui sont portés par les couches en voie de déclassement de la classe moyenne et de la classe ouvrière aussi. Cette partie qui a été déchue, celle des anciens secteurs de la métallurgie, de la sidérurgie, c'est le retour de la conflictualité dans la société du consensus. Alors la Suède n'est certainement pas devenue un pays pauvre qui n'a plus les moyens d'offrir à sa population un mode de vie confortable, c'est toujours un pays très riche, l'un des plus riches du monde. Mais à l'heure du capitalisme mondialisé et financiarisé, eh bien c'est difficile de maintenir un modèle social redistributif comme le modèle suédois en était l'un des plus éminents avatars. Donc les luttes des classes s'y intensifient. Et ça peut paraître étonnant, mais ces luttes ne débouchent pas sur une révolution communiste. Non, non, c'est fini. Elles débouchent sur ici et ailleurs, sur une montée des nationalismes. Alors la Suède a été au premier rang de l'histoire quand les pays industrialisés se sont prodigieusement enrichis de la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'au retour de la crise, elle a tiré un énorme bénéfice de son commerce avec le reste du monde. Bon, État-providence, c'est pas exactement ça, mais elle a aussi été à la pointe de l'innovation. Quand, sous la pression du développement interne du mode de production, l'économie s'est financiarisée et que de nouvelles idées sont apparues pour accompagner ce mouvement-là, des idées qui réclamaient la liberté de circulation du capital, le retrait de l'État, le retour au libéralisme, mais avec des structures de régulation comme le FMI ou l'Union Européenne. Toutes ces idées qui relèvent du néolibéralisme, comme on dit, et est encore aujourd'hui toujours au premier rang en ce qui concerne ce phénomène-là.
Alors la montée de l'extrême droite n'est pas tant une réaction immunitaire ou un backlash, je sais pas quoi, que le développement de la crise économique vers une option de sortie de type nationaliste. Puisqu'en période de crise, si vous vous repliez sur les vôtres, il faut d'abord vous accorder sur leur identité. Alors soit les vôtres, c'est une communauté nationale, une communauté unie par des traits d'identité culturelle, civilisationnelle, raciale. Le mot change de vêtements avec les saisons, mais ça reste le même concept. Ou alors les vôtres, c'est votre communauté de classe, une communauté unie par ses intérêts bassement matériels, des intérêts qui sont similaires, identiques, ou en tout cas peut-être conciliables. Alors, patron, concitoyen ou travailleur immigré, lequel est ton allié? C'était la question qui était posée aux Suédois, alors on n'est pas dans un jeu de rôle, mais on dira en conclusion que les vents du Nord nous permettent au moins de poser la question. Allez, ciao! J'ai coupé 30 minutes à cette vidéo.